Au dîner d'anniversaire de papa, maman a dit « Tu n'existes plus, disparais ». Mon garde du corps est entré. « Madame, votre jet privé attend. » Silence de mort. Le serveur a murmuré « C'est la femme la plus riche de France ?» Avant de vous plonger dans ce récit de vengeance et de justice, j'ai une petite demande. J'aimerais savoir d'où vous m'écoutez en ce moment. Est-ce que vous êtes à Paris, à Montréal, à Bruxelles ou ailleurs dans le monde? Et quelle heure est-il chez vous? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous, j'adore lire vos réponses et voir à quel point notre communauté est internationale. Si vous aimez les histoires où le karma frappe fort, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est parti. Au dîner d'anniversaire de mon père, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé 6 mots qui ont changé ma vie à jamais. Pour nous, tu n'existes plus. Elle pensait m'anéantir. Elle pensait que j'allais pleurer, supplier ou m'effondrer comme la petite fille fragile qu'elle avait toujours méprisée. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'au moment précis où elle prononçait ma sentence de mort sociale, mon garde du corps, Milos, s'apprêtait à franchir la porte du restaurant avec une nouvelle qui allait faire trembler les murs de leur petite réalité bourgeoise. Ils croyaient humilier la brebis galeuse de la famille. Ils allaient découvrir qu'ils venaient de déclarer la guerre à la femme la plus puissante qu'ils n'aient jamais connue. Tout a commencé par une notification sur mon téléphone, 3 semaines plus tôt. J'étais dans mon laboratoire, au sous-sol du bâtiment 4 de mon entreprise, Aetelgar Biotech. L'air y était frais, aseptisé, rempli du bourdonnement rassurant des centrifugeuses et des serveurs de données. C'était mon sanctuaire. Ici, je n'étais pas Éléonore Vasseur, la fille décevante qui avait abandonné ses études de droit. Ici, j'étais Evie, la fondatrice et cerveau derrière une technologie de régénération neuronale qui s'apprêtait à révolutionner la médecine moderne. Mon téléphone a vibré sur la paillasse en inox. Un message de ma mère, Bénédicte. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu? Juste une directive impériale, dîner pour les 65 ans de ton père. Le 14 courant. 20h, restaurant L'Oiseau Blanc. Tenue correcte exigée. Essaie de ne pas nous faire honte cette fois-ci. J'ai relu le message, sentant cette vieille boule d'anxiété se former au creux de mon estomac. À 34 ans, à la tête d'une fortune que Forbes estimait confidentiellement à plusieurs milliards d'euros, un simple SMS de ma mère suffisait encore à me faire sentir comme une enfant de 6 ans qu'on vient de gronder. J'ai failli ne pas y aller. J'ai failli répondre que j'avais une réunion cruciale, que je devais m'envoler pour New York, ou simplement que je ne voulais pas subir une nouvelle soirée de piques passive-agressive et de comparaisons humiliantes. Mais ensuite, mon père m'a appelé. La voix de Baudouin Vasseur était faible, tremblante, loin du baryton autoritaire de mon enfance. « Éléonore, ma chérie. Ta mère m'a dit que tu hésitais. S'il te plaît. C'est peut-être, enfin, je ne suis plus tout jeune. J'aimerais avoir toute ma famille réunie. Juste une fois. » C'était du chantage émotionnel, je le savais. Mon père était un homme faible, un énablé comme disent les psychologues, qui avait passé 40 ans à courber l'échine devant la tyrannie narcissique de ma mère pour avoir la paix. Il m'avait sacrifié 1000 fois pour éviter une dispute avec elle. Et pourtant, je l'aimais encore. Ou peut-être aimais-je l'idée du père qu'il aurait pu être s'il avait eu du courage. D'accord, papa, ai-je soupiré, en retirant mes gants en latex. Je serai là. Merci, Éléonore. Fais un effort, s'il te plaît. Pour ta mère. Tu sais comment elle est. Je savais exactement comment elle était. Bénédicte Vasseur était une femme pour qui l'apparence était la seule monnaie d'échange valable. Si vous n'étiez pas beau, riche de manière visible, ou marié à quelqu'un d'important, vous n'étiez rien. Et moi, avec mes vêtements simples, mon célibat et mon travail mystérieux dans la recherche, j'étais une tache sur son tableau de famille parfaite. J'ai raccroché et j'ai regardé mon reflet dans la vitre de sécurité du laboratoire. Une femme brune aux yeux cernés par le travail, vêtue d'une blouse blanche. Personne, en me voyant, n'aurait deviné que je venais de signer l'un des plus gros contrats de l'histoire de la biotechnologie européenne. Personne ne savait que le travail mystérieux dont ma famille se moquait finançait secrètement des hôpitaux entiers. J'ai décidé d'y aller. Mais j'ai aussi décidé que ce serait la dernière fois. J'allais leur donner une ultime chance de me voir, moi, Éléonore, et non la caricature qu'ils avaient créée. Milos? Ai-je appelé dans l'interphone? Oui, madame? A répondu la voix grave de mon chef de sécurité.
préparez le convoi pour le 14. Mais restez en retrait. Je veux arriver seul. Bien reçu. Je ne savais pas encore que cette soirée allait se transformer en exécution publique. Mais inconsciemment, je préparais déjà mes armes. L'invitation était un piège, mais pour la première fois de ma vie, j'étais le prédateur qui entrait volontairement dans la cage, prêt à mordre. L'Oiseau Blanc est l'un de ces endroits à Paris où l'air lui-même semble coûter cher. Situé sur le toit d'un hôtel de luxe du 8e arrondissement, il offre une vue imprenable sur la Tour Eiffel, scintillant comme un bijou dans la nuit parisienne. C'est le genre d'endroit où le silence est feutré, où les couverts en argent teintent doucement contre la porcelaine fine, et où chaque client semble sortir d'un magazine de mode. J'ai demandé à mon chauffeur de taxi de me déposer à 2 rues de là. Je ne voulais pas arriver avec ma flotte de voitures blindées. Je voulais voir comment il m'accueillerait sans l'artifice de la richesse. Je voulais voir s'il pouvait m'aimer sans les milliards. Il pleuvait légèrement sur Paris, une bruine fine et froide qui collait à la peau. J'ai marché jusqu'à l'entrée de l'hôtel, vêtu d'une robe noire simple. Pour un œil non averti, c'était une robe banale. En réalité, c'était une création sur mesure en soie japonaise tissée à la main, d'une valeur inestimable pour sa rareté, mais totalement dépourvue de logo ostentatoire. Aux yeux de ma mère, ce serait un haillon. Le maître d'hôtel m'a accueilli avec une politesse glaciale, jusqu'à ce que je donne mon nom. Ah, la table Vasseur. Ils vous attendent déjà, mademoiselle. Par ici. Il m'a guidée à travers la salle. J'ai senti les regards pesants de ma famille avant même de les voir. Ils étaient installés à la meilleure table, près de la baie vitrée. Une mise en scène parfaite. Mon frère, Côme, 38 ans, trônait tel un roi. Il portait un costume italien bleu nuit trop ajusté et une montre en or massive qu'il s'assurait de bien montrer à chaque mouvement de poignet. Côme était avocat d'affaires, le génie de la famille, le fils prodigue. Je savais, grâce à mes propres réseaux de renseignements, que son cabinet était au bord de la faillite et qu'il vivait à crédit pour maintenir les apparences, mais ce soir-là, il jouait son rôle de vainqueur à la perfection. À côté de lui, sa femme Hortense, pincée et hautaine, et ma jeune sœur Taï, 25 ans, qui était occupée à se recoiffer en utilisant la caméra frontale de son téléphone. Et puis, il y avait maman. Bénédicte. Elle portait un tailleur Chanel rose pâle et des perles. Elle sirotait son champagne avec cette élégance étudiée qui cachait une cruauté sans fond. « Tu es en retard », a-t-elle dit en guise de salutation, sans même me regarder. « Bonsoir maman, bonsoir papa. Il est 20h02. » La ponctualité est la politesse des rois, Éléonore. Mais je suppose que quand on prend le métro ou le taxi, on ne maîtrise pas son temps. Elle a balayé ma silhouette du regard, un scan complet de haut en bas qui s'est arrêté sur mes chaussures, des talons confortables, pas des échasses de créateur. Et cette robe? C'est ce que tu as trouvé de mieux? C'est l'anniversaire de ton père, pas un enterrement. Enfin, assieds-toi avant que les gens ne nous regardent. Je me suis glissée sur la chaise vide, le siège de l'accusé. Salut la moche, a chuchoté Taï en ricanant, avant de reprendre sa story Instagram. Elle a orienté son téléphone vers moi. Dites coucou à ma sœur, la scientifique folle. Regardez comme elle a l'air ravie d'être là. J'ai détourné le visage, mais l'humiliation brûlait déjà mes joues. Ça suffit, Taï, a murmuré papa, mais sans conviction. J'ai regardé mon père. Il avait vieilli. Ses épaules étaient voûtées, son regard fuyant. Il semblait plus petit, écrasé entre l'ego de son fils et la méchanceté de sa femme. Il m'a adressé un sourire triste, presque d'excuse, avant de se replonger dans l'étude du menu pour éviter de croiser le regard de ma mère. Un souvenir violent m'a assailli. 10 ans plus tôt. Le jour où j'avais annoncé que je refusais de continuer le droit pour me lancer dans la biologie moléculaire. Nous étions dans le salon familial. Maman avait pris ma lettre d'admission au programme de recherche, l'avait déchirée lentement en 2, puis en 4, et avait jeté les confettis à mon visage. Les chercheurs sont des petites mains, Éléonore. Des ouvriers en blouse blanche. Dans cette famille, on dirige, on ne sert pas. Si tu franchis cette porte pour aller dans ton laboratoire minable, ne t'attends pas à ce qu'on te soutienne. J'avais franchi la porte. J'avais mangé des pâtes pendant 5 ans. J'avais vécu dans un studio de 15 mètres carrés. Et aujourd'hui, je valais plus que toute cette salle réunie.
Mais assise à cette table, sous le regard méprisant de ma mère, je me sentais de nouveau comme cette étudiante fauchée et reniée. L'illusion de la famille parfaite était en place. Les masques étaient fixés. La pièce de théâtre pouvait commencer, et j'étais désignée d'office pour jouer le rôle du bouffon. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le bouffon tenait les clés du royaume. Le sommelier est arrivé pour prendre la commande des vins. Com a immédiatement pris les devants, parlant fort pour que les tables voisines l'entendent. Nous prendrons le château Margaux 2005. Et assurez-vous qu'il soit bien aéré. Mon palais est très sensible ce soir. Le sommelier a haussé un sourcil, impressionné ou peut-être amusé, car la bouteille coûtait 1200 €. J'ai vu la main de mon père se crisper sur la nappe blanche. Il savait qu'il ne pouvait pas se le permettre. Depuis sa retraite forcée de la banque, ses revenus avaient chuté, mais maman refusait de changer son train de vie. Com commandait, mais c'était la carte de crédit de papa qui allait saigner. C'est l'heure des cadeaux. A glapi Taï en tapant dans ses mains comme une enfant de 5 ans. Com a sorti une enveloppe épaisse de sa veste avec un sourire suffisant. Papa, maman. Parce que vous méritez le meilleur, Hortense et moi vous offrons une croisière de luxe en Méditerranée. Suite balcon, tout inclus. Départ le mois prochain. Maman a poussé un petit cri de joie théâtrale. Oh, Com. Mon chéri. C'est merveilleux. Regarde Hubert, un fils qui sait prendre soin de ses parents. C'est digne de notre rang. Papa a souri, mais ses yeux restaient inquiets. Il savait probablement que Com avait payé ça à crédit, ou pire, qu'il s'attendait à ce que papa avance les frais annexes. Merci, fils. C'est très généreux. Puis, tous les regards se sont tournés vers moi. Le silence s'est fait, lourd et jugeur. Et toi, Éléonore ? A demandé maman, sa voix dégoulinant de fausse douceur. As-tu apporté quelque chose, ou est-ce que tes recherches sur les souris ne paient toujours pas ? J'ai respiré profondément et j'ai sorti une petite boîte en bois sombre de mon sac à main. Je l'ai posée devant mon père. Il n'y avait pas de ruban flashy, pas de papier doré. Juste du bois poli. Papa l'a ouverte avec précaution. À l'intérieur reposait une montre Patek Philippe de 1954, un modèle de collection extrêmement rare que j'avais acquis lors d'une vente aux enchères privées à Genève pour 85 000 €. C'était la montre dont il m'avait parlé quand j'étais petite, celle que son propre père avait dû vendre pour payer des dettes de jeu. Les yeux de papa se sont écarquillés. C'est... Éléonore, c'est une Calatrava ? C'est impossible. Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, maman a tendu la main et a saisi la montre. Elle a tenu par le bracelet en cuir patiné avec une grimace de dégoût, comme si elle tenait un insecte mort. C'est de l'occasion ? A-t-elle demandé, le nez froncé. C'est une pièce de collection, maman. C'est vieux, a-t-elle coupé. Regarde, le cuir est usé ici. Et le cadran est jauni. Elle a laissé retomber la montre sur la table avec un bruit sec. Le verre a heurté une cuillère en argent. Mon cœur s'est arrêté un instant. Franchement, Éléonore, a ricané Com. Tu achètes les cadeaux de papa aux puces de Saint-Ouen ? On dirait un truc trouvé dans une brocante de banlieue. Ce n'est pas une brocante, ai-je dit, ma voix tremblant de rage contenue. C'est le modèle exact que grand-père avait. C'est une pièce d'histoire. C'est une vieillerie, a tranché maman. C'est insultant. Ton frère offre une croisière de luxe, et toi tu offres une montre d'occasion qui ne marche probablement même plus. Reprends-la. Je ne veux pas que ton père porte cette horreur. Les gens vont croire que nous sommes ruinés. Elle a poussé la boîte vers moi avec un mépris si violent que j'ai cru recevoir une gifle. Papa a ouvert la bouche pour protester, pour dire qu'il aimait la montre, mais un regard noir de maman l'a réduit au silence. Il a baissé les yeux sur son assiette vide. Merci quand même, Éléonore, a-t-il murmuré, honteux. C'est l'intention qui compte. J'ai repris la montre. 85 000 € de mécanique de précision et d'amour filial, rejetés comme un déchet. J'ai refermé la boîte doucement. Tu as raison, maman, ai-je dit froidement. C'est peut-être trop sophistiqué pour cette table. Com a éclaté de rire. Sophistiqué ? Ta vieille toquante ? Tu es impayable, Éléonore.
Allez, bois ton vin, c'est sûrement la seule chose de valeur que tu toucheras ce soir. J'ai serré la boîte sous la table jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ils venaient de rejeter un trésor parce qu'ils étaient trop incultes pour en comprendre la valeur. C'était la métaphore parfaite de notre relation. Je dois faire une pause ici. Ça me fait bouillir le sang de raconter ça. Si vous étiez à ma place, assis à cette table, à vous faire humilier alors que vous avez le pouvoir de les acheter tous, qu'est-ce que vous auriez fait? Auriez-vous explosé de colère tout de suite, ou auriez-vous attendu le moment parfait comme je l'ai fait? Dites-moi votre stratégie dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir. Les entrées sont arrivées, un foie gras poêlé pour eux, une salade simple pour moi, je n'avais plus faim. Avec la nourriture est venue l'inévitable inquisition. C'était un rituel familial. Dès que maman avait un public, elle devait disséquer ma vie pour prouver à quel point celle des autres était supérieure. Alors, a commencé maman en tartinant son pain brioché. Toujours pas d'homme dans ta vie? Je suis très occupée par mon travail, maman. Le travail, le travail. Ce n'est pas un travail qui va te tenir chaud la nuit, ma pauvre fille. Regarde Hortense. Elle aide Com à développer son réseau, elle organise des dîners, elle est utile. Toi, tu t'enterres dans ton laboratoire avec tes rats. C'est malsain. À ton âge, tes ovules sont en train de périmer. Taï a pouffé de rire, la bouche pleine. Peut-être qu'elle est lesbienne et qu'elle n'ose pas nous le dire? A-t-elle lancé? Ne dis pas d'horreur pareille. S'est exclamée maman, horrifiée. Pas dans notre famille. Non, le problème d'Éléonore, c'est qu'elle fait peur aux hommes. Elle est trop rigide. Trop intellectuelle. Les hommes veulent de la douceur, pas une femme qui sent le désinfectant. D'ailleurs, a interrompu Com en parlant de finances. J'espère que tu as mis un peu d'argent de côté. Papa s'inquiétait pour ta retraite l'autre jour. C'était hilarant. Papa s'inquiétait pour ma retraite alors que je venais secrètement de racheter l'hypothèque de leur maison pour empêcher la banque de les saisir le mois prochain. Mais il ne le savait pas encore. Je m'en sors, ai-je répondu évasivement. Je m'en sors, a mimé maman avec dédain. C'est le langage des pauvres. S'en sortir, c'est survivre. Nous vivons. Bénédicte a alors fouillé dans son sac à main Hermès et en a sorti une petite enveloppe blanche. Elle a fait glisser sur la nappe immaculée jusqu'à moi. Tiens. C'est pour toi. J'ai regardé l'enveloppe sans la toucher. Qu'est-ce que c'est? 200 €, a-t-elle dit assez fort pour que la table voisine entende. Va t'acheter des vêtements corrects. Je ne supporte pas de te voir habillée comme une étudiante en fin de mois. C'est humiliant pour nous de marcher à côté de toi. Fais-le pour l'image de ton père. Le sang a afflué à mes tempes. Elle me donnait l'aumône. À moi. La semaine précédente, j'avais fait un don de 2 millions d'euros à la recherche contre Alzheimer. Et elle me tendait 200 € comme on jette une pièce à un mendiant, tout en portant des bijoux que j'aurais pu acheter avec mon argent de poche. J'ai repoussé l'enveloppe du bout de l'index. Je n'en veux pas, maman. Garde-le. Tu en as peut-être plus besoin que moi. L'atmosphère a changé instantanément. La température à la table a chuté de 10 degrés. Refuser l'argent de maman, c'était refuser son contrôle. C'était un crime de lèse-majesté. Comment oses-tu? A sifflé maman, ses yeux devenant deux fentes venimeuses. Je te tends la main et tu me craches dessus? Tu es une ingrate, Éléonore. Une petite ingrate prétentieuse. Tu crois que parce que tu as lu 3 livres de science, tu vaux mieux que nous? Je n'ai jamais dit ça. Je dis juste que je n'ai pas besoin de ton argent. Tout le monde a besoin d'argent. A crié Com, perdant son sang-froid un instant. Surtout les gens comme toi qui n'ont rien construit. Tu vis dans un studio, tu n'as pas de voiture, pas de mari, pas d'avenir. Accepte l'aide et ferme-la. Je les ai regardés, un par un. Ils étaient tellement sûrs d'eux. Tellement persuadés que leur monde d'apparence était la seule réalité possible. Ils ne voyaient pas la femme en face d'eux. Ils voyaient un échec parce que c'était la seule histoire qui les rassurait sur leur propre médiocrité. J'ai souri. Un sourire froid, tranchant. Vous avez raison, ai-je dit doucement. L'argent est important. On en reparlera très bientôt.
Le plat principal a été servi, un homard bleu rôti. Com continuait de pérorer sur ses affaires. Il se lançait dans un monologue interminable sur une fusion-acquisition qu'il essayait désespérément de conclure. Le cabinet est sur un coup énorme, expliquait-il à papa qui hochait la tête sans comprendre. On essaie d'approcher le groupe Biogenix. Ils sont en train de racheter toutes les startups de la French Tech. Si je décroche le contrat de conseil juridique pour eux, c'est le jackpot. On parle de millions d'honoraires. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Biogenix. C'était la holding que j'avais créée 3 ans plus tôt pour gérer mes brevets. C'était ma société. Mon frère essayait de se faire embaucher par ma propre entreprise, et il ne le savait même pas. L'ironie était si délicieuse qu'elle avait un goût métallique dans ma bouche. Biogenix ? Ai-je demandé innocemment. C'est dans le domaine médical, non ? Qu'est-ce que tu en sais, toi ? A ricané Com. Oui, c'est du médical, mais à un niveau que tu ne comprendras jamais. Ce n'est pas de la recherche de laboratoire poussiéreuse. C'est de la haute finance. Le fondateur est un génie, un visionnaire. Un vrai requin. Pas comme les idéalistes fauchés que tu fréquentes. Il était en train de me traiter de génie tout en m'insultant. C'était surréaliste. Tu as raison, ai-je dit en essuyant mes lèvres. Ce fondateur doit être quelqu'un de très spécial. À cet instant précis, un homme en costume gris anthracite est passé près de notre table. C'était Antoine Delacroix, l'un des plus grands investisseurs de Paris. Je l'avais rencontré la semaine précédente lors d'un conseil d'administration. Com, le reconnaissant immédiatement, s'est redressé sur sa chaise comme un ressort. Il a ajusté sa cravate, prêt à bondir pour se faire remarquer. « Regardez, c'est Delacroix. » a-t-il chuchoté avec excitation. « Il faut que je le salue. C'est crucial pour ma carrière. » Il s'apprêtait à se lever, mais Delacroix s'était déjà arrêté. Il regardait droit vers notre table. Le visage de Com s'est illuminé. Il a commencé à lever la main, un sourire obséquieux aux lèvres. Mais les yeux de Delacroix n'étaient pas fixés sur Com. Ils étaient fixés sur moi. Il a incliné la tête, un geste discret, respectueux, presque une révérence. Un signe de reconnaissance entre égaux, entre prédateurs du sommet de la chaîne alimentaire. J'ai imperceptiblement secoué la tête. Non, pas maintenant. Ne gâchez pas ma couverture. Delacroix, homme intelligent, a compris instantanément. Il a détourné le regard, a ignoré la main levée de Com qui restait suspendue dans le vide, et a continué son chemin vers le salon privé. Com est resté figé, la main en l'air, rouge de honte. Il s'est rassis lentement. « Tu as vu ?» a-t-il dit, tentant de sauver la face. Il m'a fait un signe. Il m'a reconnu. On s'est croisés au club de golf l'année dernière. Il sait qui je suis. Maman a souri, fière. Bien sûr qu'il te connaît, mon chéri. Tu es un vasseur. Nous sommes incontournables. J'ai bu une gorgée de vin pour cacher mon sourire. Incontournables ? Ils étaient invisibles. Delacroix venait de saluer la femme qu'il traitait comme une moins que rien, et leur arrogance les aveuglait totalement. Ils vivaient dans un fantasme, et le réveil allait être brutal. C'est étrange, a dit Taï en fronçant les sourcils. J'ai eu l'impression qu'il regardait Éléonore. Éléonore ? A éclaté de rire maman. Taï, ne sois pas ridicule. Pourquoi un homme comme Antoine Delacroix regarderait-il ta sœur ? À moins qu'il n'ait cru qu'elle était la serveuse et qu'il voulait de l'eau. Les rires ont fusé autour de la table. Même papa a souri faiblement. C'était la blague de trop. L'insulte gratuite, celle qui ne sert qu'à blesser pour le plaisir de blesser. J'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Ce n'était pas de la tristesse. C'était le dernier lien d'empathie qui me retenait à eux. Le dessert n'était même pas encore servi que le véritable objectif de ce dîner s'est révélé. Je savais qu'il y avait une raison cachée derrière cette invitation insistante, au-delà de l'anniversaire de papa. Les Vasseurs ne faisaient jamais rien gratuitement. Taï a posé sa fourchette et a pris un air faussement timide, battant des cils. En fait, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Elle a tendu sa main gauche. Un petit diamant, modeste mais brillant, ornait son annulaire.
Jérôme m'a demandé en mariage. Maman a poussé un cri strident, attirant l'attention de la moitié du restaurant. Oh mon Dieu! Ma petite fille! Enfin! Jérôme, c'est le fils des promoteurs immobiliers, n'est-ce pas? Une excellente famille. Oh, je suis si heureuse. C'est le plus beau cadeau pour l'anniversaire de ton père. Les félicitations ont plu. On a commandé une autre bouteille de champagne. J'ai félicité Taï poliment, bien que je sache que Jérôme était un coureur de jupons notoire qui avait déjà 2 faillites à son actif. Mais Taï ne cherchait pas l'amour, elle cherchait un statut. Le seul petit problème, a continué Taï en faisant la moue, c'est que nous voulons un mariage de rêve au château de Chantilly. Et, les parents de Jérôme sont un peu juste en liquidité en ce moment à cause d'un investissement. Il nous manque l'acompte pour le traiteur et la location. C'est urgent, il faut payer avant lundi sinon on perd la date. Combien? A demandé papa, inquiet. 10 000 €, a répondu Taï. Juste 10 000. Pour commencer. Un silence gêné s'est installé. Je savais que papa n'avait pas 10 000 € disponibles. Comme non plus, vu ses dettes. Maman a alors tourné lentement la tête vers moi. Ses yeux brillaient d'une lueur calculatrice. Éléonore, a-t-elle dit doucement. Oui. Tu n'as pas de dépenses, toi. Tu vis seule. Tu ne pars jamais en vacances. Tu dois avoir de l'argent de côté avec ton salaire de chercheuse, non? J'ai compris où elle voulait en venir. C'était tellement prévisible. Tu veux que je paie le mariage de Taï? Pas tout le mariage, juste l'acompte. 10 000 €. C'est un prêt familial. Considère ça comme ta contribution au bonheur de ta sœur. Après tout, c'est probablement le seul mariage que nous célébrerons dans cette génération de filles, a-t-elle ajouté avec une cruauté gratuite. Maman, a renchéri Taï, les yeux brillants de cupidité. S'il te plaît. Pour toi, l'argent ne sert à rien, tu n'as pas de vie sociale. Moi, c'est le jour le plus important de ma vie. J'ai regardé ma petite sœur, gâtée, égoïste, qui m'avait traité de moche 1 heure plus tôt. J'ai regardé ma mère qui me méprisait mais voulait piller mon compte en banque. Non, ai-je dit calmement. Pardon? Maman a cligné des yeux, comme si j'avais parlé une langue étrangère. J'ai dit non. Je ne prêterai pas 10 000 € pour une fête d'un soir alors que vous venez de passer 2 heures à m'insulter et à critiquer mon mode de vie. Si mon travail est si minable et que je suis une ratée, pourquoi voulez-vous l'argent de la ratée? Maman a posé son verre. Son visage s'est durci, les lignes de son maquillage parfait se fissurant sous la colère. Tu es d'un égoïsme monstrueux, Éléonore. Ta sœur a besoin d'aide. La famille, c'est l'entraide. L'entraide? Ai-je ri, un rire sans joie. Quand m'avez-vous aidé? Quand j'étais étudiante et que je sautais des repas, où étiez-vous? Quand j'ai lancé mon entreprise et que j'avais besoin de garants, vous m'avez ri au nez. Et maintenant, je devrais financer vos caprices? Baisse d'un ton. A aboyé comme. Tu parles à ta mère. Tu es jalouse, c'est ça? Jalouse que Taï se marie et pas toi? Tu es pathétique. Garde tes misérables économies. On se débrouillera sans toi. On n'a pas besoin de l'argent sale du négri. Très bien, ai-je dit. Alors le sujet est clos. Mais maman n'en avait pas fini. Elle tremblait de rage. Elle ne supportait pas qu'on lui dise non. Elle se pencha vers moi, son visage à quelques centimètres du mien, son parfum capiteux m'étouffant. Tu sais quoi, Éléonore? Je pensais que tu étais juste maladroite socialement. Mais je vois que tu es mauvaise. Tu as le cœur sec, comme ta grand-mère paternelle. Tu es une honte pour nous. Une honte? Ai-je répété, sentant l'adrénaline monter. Je suis la seule personne honnête à cette table. Tais-toi. A-t-elle sifflé? Tais-toi ou tu vas le regretter. Le point de non-retour était atteint. L'air crépitait d'électricité statique. Les autres clients commençaient à tourner la tête vers nous. La tempête allait éclater. Papa a tenté une dernière intervention désespérée. Il a posé sa main sur le bras de maman. Bénédicte, calme-toi. C'est mon anniversaire. Ne gâchons pas tout.
Éléonore a le droit de refuser, elle n'a aucun droit. A coupé maman, repoussant sa main violemment. Elle a des devoirs envers cette famille. Des devoirs qu'elle bafoue depuis 10 ans. Elle s'est redressée, lissant sa veste Chanel avec un geste saccadé, reprenant sa posture de reine offensée. Elle m'a fixé avec un regard si froid qu'il aurait pu geler l'enfer. Je vais être très claire avec toi, Éléonore. Nous avons été patients. Nous avons toléré tes excentricités, ton absence d'ambition, ton look négligé. Mais ce soir, tu as dépassé les bornes. Tu as humilié ton frère, tu as fait pleurer ta sœur, Taï ne pleurait pas, elle vérifiait son maquillage, mais passons, et tu as gâché l'anniversaire de ton père. J'ai gâché l'anniversaire ? Ai-je demandé, incrédule. C'est moi qui ai offert le seul cadeau sincère. C'est moi qui suis venu malgré votre mépris. Ton cadeau était une insulte. A-t-elle craché? Une vieillerie d'occasion. Tout ce qui vient de toi est médiocre. Tu es médiocre, Éléonore. Et je ne veux plus de médiocrité dans ma vie. Elle a pris une grande inspiration, savourant l'instant, préparant le coup de grâce. Si tu ne fais pas ce chèque pour ta sœur maintenant, si tu ne t'excuses pas à genoux pour ton attitude, c'est fini. Fini? Quoi, fini? Nous. Cette famille. Toi. Le restaurant semblait s'être tu. Même les bruits de cuisine semblaient lointains. Écoute-moi bien, a dit Bénédicte Vasseur, articulant chaque syllabe comme une balle de pistolet. À partir de cette seconde, je n'ai que 2 enfants, Com et Taï. Tu ne fais plus partie de cette famille. Tu es rayé du testament, rayé de nos vies. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Je ne veux plus jamais entendre ton nom. Elle s'est penchée encore un peu plus, ses yeux plantés dans les miens. Pour nous, tu n'existes plus. Tu es morte. Tu entends? Morte. Sors de ce restaurant et disparais. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé papa. Il fixait la nappe, incapable de me regarder. Il ne disait rien. Son silence était sa signature. Il acceptait la sentence. Il me laissait être exécuté pour sauver sa propre tranquillité. J'ai regardé Com. Il souriait, un sourire cruel et satisfait. Il était enfin le seul héritier, le roi incontesté. J'ai regardé Taï. Elle haussait les épaules, indifférente, comme si on venait de décider de changer de chaîne de télévision. Quelque chose d'étrange s'est produit en moi. Au lieu de la douleur dévastatrice à laquelle je m'attendais, j'ai ressenti une libération. Un poids immense, que je portais depuis 30 ans, venait de s'évaporer. Ils m'avaient libéré. En me reniant, ils avaient coupé les dernières chaînes de culpabilité qui me retenaient à eux. Je me suis levée lentement. J'ai lissé ma robe en soie japonaise. J'ai pris mon sac à main. C'est noté, Bénédicte, ai-je dit. Je ne t'appellerai plus maman. C'est noté. Je n'existe plus. Va-t'en, a-t-elle ordonné, détournant la tête avec dégoût. J'ai reculé d'un pas. J'ai porté la main à mon poignet gauche et j'ai appuyé 2 fois sur le bouton discret de ma montre connectée. C'était le signal. Tu es sûr de toi? Ai-je demandé une dernière fois. Pas de regret? Le seul regret que j'ai, c'est de t'avoir donné naissance, a-t-elle répondu. La cruauté de cette phrase a flotté dans l'air pendant 3 secondes. Et puis, les portes du restaurant se sont ouvertes à la volée. L'entrée de Milos n'était pas discrète. Elle n'était pas conçue pour l'être. Il mesurait un M95, un ancien de la Légion étrangère avec des épaules larges comme une porte de prison et un visage taillé dans le granit. Il portait un costume noir sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de Com, et une oreillette transparente spiralée. Derrière lui, 2 autres agents de sécurité, tout aussi imposants, ont pris position de chaque côté de l'entrée, scannant la salle avec un professionnalisme glaçant. L'atmosphère feutrée de l'oiseau blanc a changé instantanément. C'était comme si un prédateur alpha venait d'entrer dans une bergerie. Les conversations se sont arrêtées. Les fourchettes sont restées en l'air. Milos a ignoré le maître d'hôtel qui s'approchait nerveusement. Il a traversé la salle d'un pas militaire, droit vers notre table. Ses yeux ne voyaient personne d'autre que moi. Il a fendu la foule comme Moïse ouvrant la mer Rouge. Arrivé à notre table, il ne s'est pas soucié de ma famille.
pour lui, ils étaient des meubles. Il s'est arrêté devant moi, a claqué les talons, un vieux réflexe militaire, et s'est incliné respectueusement. Madame la présidente, a-t-il dit de sa voix grave qui portait jusqu'au fond de la salle. Toutes mes excuses pour l'interruption. Maman a sursauté, lâchant presque sa flûte de champagne. Com a ouvert la bouche, un morceau de pain tombant de sa main. Qui êtes-vous ? A demandé maman d'une voix perçante. C'est un dîner privé. Allez-vous-en. Milos ne l'a même pas regardé. Il a continué de s'adresser à moi. Code rouge de la part de Washington, madame. Le directeur de la NASA est en ligne sécurisée dans la limousine. Ils acceptent vos conditions pour le partenariat sur les biopolymères. Mais ils ont besoin de votre signature numérique avant minuit, heure de Paris. Merci, Milos, ai-je répondu calmement, ma voix contrastant avec le chaos émotionnel de la minute précédente. De plus, a continué Milos, le contrôle aérien du Bourget a avancé votre créneau de décollage. Votre jet privé, le Gulfstream, est ravitaillé et les moteurs chauffent. Le commandant demande si nous devons maintenir le plan de vol pour New York ou si vous préférez rentrer à la villa de Genève. Le mot jet privé a eu l'effet d'une bombe nucléaire au milieu de la table. Jet privé ? A bégayé Taï. NASA ? A répété papa, blême. Com, essayant de reprendre le contrôle, s'est levé, rouge de colère et de confusion. Mais c'est quoi ce délire ? Éléonore, tu as engagé des acteurs ? C'est une blague pour te venger ? C'est pathétique. Arrêtez cette mascarade. Milos s'est tourné vers Com. Lentement. Il a regardé comme on regarde une mouche gênante. Il a fait un pas en avant, occupant l'espace physique avec une menace silencieuse si puissante que Com s'est rassis instantanément, terrifié. Monsieur, a dit Milos avec un calme terrifiant. Je vous conseille de baisser le ton. Vous vous adressez à Madame Éléonore Vasseur, PDG d'Aetelgar Biotech et propriétaire majoritaire de la holding Biogenix. Biogenix ? À Queen et Com. La voix lui a manqué. Le nom de la société qu'il rêvait de courtiser. La société dont il parlait avec admiration 10 minutes plus tôt. Impossible, a chuchoté maman. Elle est chercheuse. Elle est fauchée. À ce moment-là, Monsieur Lenoir, le directeur du restaurant, est arrivé à la table. Non pas pour expulser les intrus, mais avec une bouteille de champagne millésimée dans un seau en argent. Il avait l'air excité, presque fébrile. Le coup de grâce approchait. Monsieur Lenoir s'est incliné devant moi, bien plus bas qu'il ne l'avait fait pour n'importe qui d'autre ce soir-là. Mademoiselle Vasseur, je suis confus. Je n'avais pas réalisé que c'était vous lors de votre arrivée. Si j'avais su que la femme de l'année dînait chez nous, j'aurais privatisé le salon Eiffel. Il a posé sur la table un exemplaire du magazine Le Figaro Économie, daté du lendemain, qui venait d'arriver. En couverture, une photo pleine page. Moi. Pas la Éléonore en robe simple de ce soir, mais une Éléonore en tailleur haute couture, bras croisés, regardant l'objectif avec assurance. Le titre en gras disait « La nouvelle reine d'E la biotech. Comment Éléonore Vasseur a bâti un empire de 4 milliards d'euros dans l'ombre ». Le silence à la table était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette épaisse. Maman a pris le magazine. Ses mains tremblaient si fort que le papier froissait bruyamment. Elle regardait la photo. Elle me regardait. Elle regardait la photo. Son cerveau n'arrivait pas à traiter l'information. La ratée, la honte de la famille, était en couverture du journal le plus prestigieux du pays, titré comme milliardaire. 4 milliards ? A soufflé papa, au bord de l'apoplexie. 4 milliards, c'est faux, a balbutié Com, livide. C'est un montage. Ça ne peut pas être vrai. Tu n'as jamais rien dit. J'ai souri. Je n'ai jamais rien dit. Vous ne m'avez jamais rien demandé, Com. Vous étiez trop occupé à m'expliquer à quel point j'étais minable. Trop occupé à vous écouter parler. Je me suis tourné vers Monsieur Lenoir. Merci pour le champagne, Monsieur Lenoir, mais je ne le boirai pas. Je dois partir. Par contre, j'ai une faveur à vous demander. Tout ce que vous voulez, Mademoiselle Vasseur. J'ai fait un virement de 80 000 € à la fondation de l'hôpital Necker ce matin,
au nom de votre restaurant, pour vous remercier de votre discrétion habituelle. Oh. Mademoiselle. C'est incroyablement généreux. Merci infiniment. Maman a lâché le magazine. 80 000 €. Le prix de la montre qu'elle avait rejetée. Le prix de 8 mariages de Taï. Donné comme un pourboire. Son visage est passé du blanc au gris cendré. Elle réalisait l'ampleur de son erreur. Elle ne venait pas de renier une fille pauvre. Elle venait de renier la banque centrale de la famille. Elle venait de couper les ponts avec la gloire, le pouvoir et l'argent qu'elle avait chassés toute sa vie. Éléonore a commencé maman, sa voix changeant totalement de registre, devenant soudain mielleuse, tremblante, pathétique. Ma chérie. C'est une blague, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'étais énervée, je ne pensais pas. J'ai levé la main. Un geste sec. Stop. Non, Bénédicte. Tu étais très claire. Tu n'existes plus. Tu es morte. Ce sont tes mots. Mais nous sommes ta famille. A crié Taï, se levant presque. Tu es riche. Tu peux payer mon mariage. Tu peux tout payer. On est riche. Je suis riche, ai-je corrigé froidement. Vous êtes endetté. Et d'après ce que je viens d'entendre, je n'ai plus de famille. J'ai pris mon sac. Milos s'est avancé pour me frayer un chemin, allons-y, madame. Le président attend. Je me suis retournée une dernière fois vers eux. Ils ressemblaient à des statues de cire en train de fondre. L'avidité et l'horreur se mélangeaient sur leurs visages. C'était le spectacle le plus laid et le plus satisfaisant que j'ai jamais vu. Je n'étais pas encore tout à fait partie. Il restait une dernière humiliation à leur infliger. Non pas par méchanceté gratuite, mais pour leur donner une leçon sur ce qu'est la véritable classe, celle qu'ils prétendaient avoir mais qu'ils ne posséderaient jamais. J'ai sorti mon carnet de chèques. Pas celui de ma banque personnelle, mais celui de ma fondation. J'ai griffonné rapidement une somme. Monsieur Lenoir ? Ai-je appelé ? Le directeur a accouru. L'addition de cette table, s'il vous plaît. Oh, mais mademoiselle, c'est offert par la mai, non. Je paie. J'ai déchiré le chèque et je le lui ai tendu. Il a regardé le montant et ses yeux se sont écarquillés. 30 000 €. L'addition doit être d'environ 3 000 €, ai-je dit fort et clair. Le reste, les 27 000 €, c'est pour le personnel. Pour les serveurs, les plongeurs, les commis. Partagez-le entre eux ce soir. Ils travaillent dur, eux. Ils méritent le respect. Les serveurs qui se tenaient à proximité ont échangé des regards incrédules. Certains avaient les larmes aux yeux. Merci, madame. Merci. Ont-ils murmuré. Puis, je me suis adressée à ma famille pour la toute dernière fois. J'ai payé votre dîner. Profitez-en. C'est le dernier repas que je vous offre. Savourez chaque bouchée de ce homard, car demain, vous retournerez à votre réalité. Éléonore, attends. A supplié papa, se levant péniblement. Ne pars pas comme ça. On peut discuter. Je suis ton père. Tu étais mon père quand tu as laissé maman me traiter de moins que rien ? Ai-je demandé doucement. Tu étais mon père quand tu as laissé Com m'humilier ? Non. Tu n'étais qu'un spectateur. Alors reste assis et regarde le spectacle se terminer. J'ai tourné les talons. Milos et ses hommes m'ont escorté vers la sortie. La salle entière me regardait. Mais cette fois, ce n'était pas avec mépris. C'était avec admiration, crainte et respect. J'entendais les murmures sur mon passage. C'est elle ? Vasseur Biotech. Tu as vu le pourboire ? Sa famille est folle de l'avoir traité comme ça. En passant la porte-tambour, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière à travers la vitre. À la table Vasseur, c'était l'effondrement. Maman pleurait, la tête dans ses mains, pas des larmes de chagrin, mais des larmes de rage d'avoir perdu sa poule aux œufs d'or. Com engueulait sa femme pour une raison inconnue, cherchant un bouc émissaire. Taï envoyait frénétiquement des messages, probablement pour dire à ses amis que sa sœur était milliardaire. Dehors, l'air frais de la nuit parisienne m'a frappé au visage. C'était vivifiant.
Une file de 3 berlines noires aux vitres teintées m'attendait, moteur tournant. Un chauffeur en uniforme m'a ouvert la porte arrière de la voiture centrale. Les flashs ont crépité. Quelques paparazzis, alertés par la présence de la sécurité de haut niveau, étaient là. Mademoiselle Vasseur. Un mot sur le rachat de Biogenix? Mademoiselle Vasseur, regardez par ici. Je me suis glissée dans le cuir souple de la voiture. Le silence a repris ses droits dès que la portière s'est refermée lourdement. Direction le Bourget, madame? A demandé le chauffeur. Oui. Sortez-moi de là. La voiture a démarré, me laissant glisser loin de mon passé, vers un avenir où je n'aurai plus jamais à m'excuser d'être qui je suis. Nous arrivons bientôt à la fin de cette histoire. Si vous avez ressenti cette satisfaction de voir Éléonore reprendre le pouvoir, mettez un j'aime à cette vidéo maintenant. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, pensez-vous qu'elle a été trop dure? Ou méritait-il pire? Je lirai toutes vos réponses après la fin de la vidéo. Dans le calme feutré de la voiture qui filait sur le périphérique parisien, j'ai sorti mon téléphone personnel. Je l'avais éteint avant d'entrer dans le restaurant. Je l'ai rallumé. L'écran s'est illuminé et a failli planter tant les notifications affluaient. 54 appels manqués. 128 messages. Tous de Com, Taï, maman, papa, et même Hortense. J'ai commencé à lire, par curiosité morbide. Message de Com, 22h15. Hello, c'était un malentendu. Maman a réagi à chaud. On ne savait pas. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Rappelle-moi, c'est urgent. J'ai des idées pour structurer tes actifs fiscalement. On peut faire une équipe d'enfer. Je l'ai bloqué. Il voulait juste une part du gâteau. Message de Taï, 22h18, Sœurette. Je suis désolée, j'étais stressée pour le mariage. Tu sais comment je suis. Dis, pour les 10 000 €, c'est rien pour toi maintenant, non? On peut toujours faire ça? Je t'aime, émoticône, cœur, je l'ai bloqué. Je t'aime suivi d'un symbole euro, c'était la définition de Taï. Message de papa, 22h25, je suis fière de toi ma fille. Je l'ai toujours été. Pardonne à ta mère. Elle est vieille et elle a ses nerfs. Reviens à la maison ce week-end. J'ai hésité sur celui-là. Fier de toi. Il ne m'avait jamais dit ça quand je réussissais mes examens de sciences. Il le disait maintenant que je valais des milliards. Sa fierté avait un prix, et je venais de l'atteindre. C'était encore plus douloureux que le rejet de ma mère. J'ai bloqué papa aussi. Et enfin, les messages de Bénédicte. Il y en avait 17. Il passait par toutes les phases du deuil, mais version manipulatrice. 1. Colère, tu es cruel de nous faire ça en public. 2. Marchandage, on peut oublier ce que j'ai dit. J'étais fatiguée. 3. Culpabilisation, j'ai des douleurs dans la poitrine. Tu vas me tuer de chagrin. 4. Avidité pure, nous sommes tes parents, nous avons des droits sur ta réussite. Nous t'avons élevé. J'ai ri. Un rire clair et libérateur. Milos, ai-je dit. Oui, madame. Changez mon numéro de téléphone personnel dès demain matin. Et assurez-vous qu'aucun membre de la famille Vasseur ne puisse approcher du siège de l'entreprise ou de mon domicile. Ce sera fait. Liste noire niveau 1. Nous sommes arrivés sur le tarmac du Bourget. Mon jet était là, magnifique oiseau de métal blanc sous les projecteurs. Les moteurs sifflaient doucement. C'était ma création, mon argent, ma liberté. Personne ne me l'avait donné. Je l'avais gagné à la sueur de mon front, pendant qu'il dormait, pendant qu'il dépensait, pendant qu'il me jugeait. En montant l'escalier de l'avion, j'ai envoyé un dernier message groupé à ma famille, avant de jeter la carte SIM. Vous avez dit que je n'existais plus. Je respecte votre souhait. Je suis morte pour vous. Et les morts ne paient pas les mariages, ne remboursent pas les dettes et ne donnent pas de seconde chance. Adieu. Un mois a passé depuis cette soirée. Les retombées ont été intéressantes. Comme je l'avais prédit, la vie de ma famille s'est effondrée, non pas parce que je les ai attaqués, mais parce que je les ai laissés livrés à eux-mêmes. Sans le filet de sécurité imaginaire qu'ils pensaient avoir ou l'espoir de me siphonner plus tard, leur château de cartes s'est écroulé.
J'ai appris par mes avocats que le mariage de Taï avait été annulé. Les parents du fiancé ont découvert la situation financière réelle des Vasseur et le scandale du restaurant, qui a fuité dans la presse People. Jérôme a rompu les fiançailles par SMS. Le cabinet de com a été mis sous tutelle. Sans le contrat Biogenix et avec sa réputation entachée par son comportement public, plusieurs témoins ont raconté la scène du restaurant sur les réseaux sociaux, ses clients l'ont lâché. Quant à mes parents, j'avais gardé une dernière carte dans ma manche. Une carte que je n'ai révélée qu'à la fin. Quelques semaines avant l'anniversaire, j'avais racheté discrètement la dette de leur maison familiale, ce vieux château en province qu'ils aimaient tant et qu'ils n'avaient plus les moyens d'entretenir. La banque allait les saisir. J'avais acheté la créance. Techniquement, je suis la propriétaire de leur maison. Je pourrais les expulser demain. Je pourrais les jeter à la rue comme ils ont voulu me jeter hors de leur vie. Maman m'a écrit une lettre, la seule façon de me joindre, me suppliant de ne pas le faire, invoquant la famille, le sang, Dieu, tout ce qui lui passait par la tête. J'ai pris une décision différente. Je ne les ai pas expulsés. Je les laisse vivre là. Mais à une condition stipulée par mes avocats, je garde la propriété, et ils n'ont qu'un droit d'usage viager. Ils ne peuvent plus vendre, ils ne peuvent plus hypothéquer pour financer leurs caprices. Ils vivent chez moi, par ma charité. Chaque matin, quand Bénédicte se réveille dans sa belle chambre, elle doit se rappeler qu'elle dort sous un toit qui appartient à la fille qui n'existe pas. Chaque jour est un rappel de son échec et de ma victoire. C'est une punition bien plus raffinée que l'expulsion. Je suis maintenant à New York. Mon entreprise prospère. J'ai trouvé une nouvelle famille, mes amis, mes collaborateurs, des gens qui m'aiment pour mes idées, mes rires et mes doutes, pas pour mon chéquier. Parfois, la nuit, je repense à ce dîner. Je repense à la douleur de l'enfant en moi qui voulait juste que sa maman lui dise bravo. Cette douleur est toujours là, une petite cicatrice ancienne. Mais elle ne saigne plus. J'ai appris une leçon vitale ce soir-là. On ne choisit pas sa famille biologique, mais on a le droit absolu de choisir qui mérite de rester dans notre vie. Le sang n'est pas une excuse pour la toxicité. L'ADN ne donne pas un pass illimité pour l'abus. Si vous vivez une situation similaire, si on vous rabaisse, si on vous dit que vous n'êtes rien, n'écoutez pas travailler. Construisez votre forteresse. Et un jour, vous pourrez leur montrer qui vous êtes vraiment, non pas pour obtenir leur validation, mais pour leur montrer ce qu'ils ont perdu. Maman a dit que je n'existais plus. Elle avait tort. Je n'ai jamais autant existé qu'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. C'était l'histoire de ma renaissance. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Peut-être qu'elle donnera la force à quelqu'un d'autre de se lever et de dire stop. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires de justice et de karma. À la prochaine. Manuel underscore Agartimony underscore Corey tipped $5. Hello. Yo, I know it's been a while, but some time ago I sent you a letter that was sent in a coffin. Yeah, I have don't it. know if you remember it, but my handwriting was bad. Did you manage to understand Yeah, it? I have it. I hope so. I would show you. There's a box of stuff over here. I have it sorted out. It is at the bottom of the box, on underneath like a picture, so that I could keep it flat and that it wouldn't break. So, literally, I'm gonna ask you a favor. I'm not Noah. Don't ever do that shit again. Hey, go. I'm on nicotine withdrawals. Shut up. Don't charge in my fucking room. Shut up. Don't charge in my fucking room. Oh! Don't charge in my fucking room. Don't charge in my fucking room. Go, go, go. You want muffins with a fist? Oh, I'm fucking you up. I'm not gonna fuck you up. You ran in my room. Fuck out of here. Oh, you throw a mouse at me? Yeah, do it. Throw it at me. Yeah. Does it work? Is it this one? Or is it No. this old one? It's the old one. Where's the new one? I don't know. No, this is it. You want to break my mouse? Nope. Do it. Do it. Oh, it is. Okay. Oh, yeah.
Oh, hey. Hey. Hello. Oh, yeah, look at this. Do it. Hit stop streaming, Aiden, and I'm not kidding. I will air a lot of shit out. Do it though. I dare you though. Oh, you won't air shit out. You said this was the old mouse. Either you hit it Shut or I'm up, gonna I'm ISO looking you. at the fucking mirror, bro. Chill. Fuck you. Buy your own mirror. Hey. Charge in my room like that. The door's closed You for need a to reason. chill. No, need you to chill. cannot. You could chill. Fucking someone give me a fucking cigarette now. God damn it. Where did your note go for your cat? There's too much shit going on. I don't know where your cat shit went. Valid crash out. Bro just walked in. Knock. Fucking knock. That's all I was trying to tell him. Fucking knock. And he's like, bro, it's fine. Fucking knock. Just knock. The door's closed for a fucking reason. Fuck. Where'd your letter go for the fucking cat? Is it this with the dogs? Probably this, right? How many fucking dogs do you have? Do you work at a dog shelter? Oh my god. Am I gonna adopt a dog? Are you sending me these to adopt a dog? Oh. Feel free to read this on stream if you want to. It may help others. Manuel_Agapimani_Corey tipped $5. So I suppose that you have understand it. I'm glad then. Yeah, I did. But that was like part of the first P.O. box. Feel free to read on stream if you want to. It may help others. Fry, in the last letter I wrote you, I included 2 quotes. Everything happens for a reason, and it's meant to be. And if it's meant to be, it will be. I have another quote that I resonated with recently, and it's a bit polarizing, but stay with me. Nothing lasts forever. That's true. I know that. It's a scary thought, but it's the truth. It provides me comfort in both pessimism and optimism of it. If you're going through something that you would desperately like to end, just know that it eventually will. If you're going through something that you never want to end, stop and appreciate it while you have it, because it won't last forever. I'm soaking in the joy that I get from your streams, and I'll appreciate them while they're happening, but I know you'll do your Irish goodbye eventually, and I'm soaking in the time I get with my friends and family, because I know that none of us are promised tomorrow. Life is the longest thing we're ever going to experience, but it's short in the grand scheme of things. Stay present, do what makes you happy, and tell people you love them. I'm trying to do the same. This past winter has kicked my ass. I've gone backwards in regards to my mental health. The crash pad has definitely been a crutch for me, so thank you. All of you, thank you to all of you. It's up in the air. What if I'll make it to Dark Nights this year, but I hope I can see you all eventually in some way.